Et salutations les rôlistes, je suis Maître Mo. Je suis Fred. Et nous sommes les potes du donjon. Et oui, bienvenue dans l'atelier des potes du donjon. C'est un petit hommage à ces deux sympathiques youtubeurs dont vous avez peut-être entendu parler, hein, les Dungeon Dudes, qu'on salue ainsi depuis leur lointaine dizaine de milliers d'abonnés américains. Ils entendent un petit peu parler de nous. Salutations les gars, vous faites un super tip-top travail. Bon, aujourd'hui, je suis avec mon pote du donjon, Frédéric Sapp. Salut Fred. Salut Wari. Comment ça va? Écoute, nickel. Très heureux de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Ah bah oui, alors avec Fred, on s'est rencontrés à Octogone 2022. On s'est même vu à Cannes avant. C'est vrai. Mais à Octogone, on a pu jouer ensemble. On a pu jouer, effectivement. Ouais. On s'est fait d'ailleurs on s'est fait un DCC, un Dungeon Crawl Classics. Alors juste, je rappelle Fred que tu as ta chaîne toi aussi, hein, c'est Enjeu. C'est ça, ouais. On mettra un petit lien de toute façon sur Jeux de rôle passion. Il va y avoir un lien qui renvoie sur ta chaîne parce que Fred, vous devez le savoir aussi, est l'un des modérateurs du groupe Facebook Jeux de rôle passion. Donc voilà, super boulot Fred, merci de m'aider à faire vivre la communauté Jeux de rôle passion. Tu es au top. Eh ben, écoute, je te remercie surtout à toi d'avoir accepté mon aide pour la modération du site, et en fait c'est bien cool. C'est nickel. Et puis on salue les autres modérateurs. Alors on va commencer rapidement par expliquer un peu l'objet de cette vidéo. Alors vous le voyez, hein, c'est du Dungeon Crawl Classics. On va parler de DCC, comment concevoir un scénario maison pour Dungeon Crawl Classics. On fera toute une série de vidéos avec Fred. Fred, tu as pu déclamer ton amour pour Dungeon Crawl Classics dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est un peu à l'arrache comme ça. Je me dis tiens, allez, je trouve que moi personnellement, je trouve que c'est un jeu qui mérite d'être encore plus connu. Pour un tas de raisons. Pour un tas de raisons qu'on va énumérer, tu vas voir. Mais surtout, moi j'insiste, hein, je veux dire aux amis qui nous regardent, on n'a pas attendu qu'il y ait cette fichue polémique hein, sur l'OGL avec des 5e éditions. Fred, il a fait une vidéo sur DCC il y a plus de 5 mois. Moi j'ai regardé la première vidéo que j'ai faite sur DCC, c'était il y a à peu près 1 an. Donc c'est un jeu qui déjà à l'époque, hein, qui est dans la mouvance OSR, Old School Renaissance, qui nous a beaucoup plu. Moi, j'ai envie de commencer par te demander, en tant que MJ, Fred, qu'est-ce que tu aimes dans Dungeon Crawl Classics? Il y avait une chose à retenir. En fait, pas mal de trucs. Déjà, par exemple, rien que le système de magie, je trouve que c'est un système absolument génial, quoi. Hein, cette histoire de... Alors, il y en a effectivement il faut consulter un tableau hein, pour chaque sort. On a un tableau pour chaque sort. Mais en fait, en cours de partie, moi, ce que je fais, je donne un grimoire à mes joueurs avec leurs sorts et on peut avoir effectivement, du coup, des variations en fait, des sorts en fonction du niveau. C'est pas quand on passe de niveau, on va pas simplement rajouter des dés de dégâts. C'est-à-dire que le sort va faire d'autres effets, éventuellement. Et puis, il y a un peu le côté un peu imprévisible de la chose, d'ailleurs. Hein. Ouais, effectivement, il y a une bonne dose d'aléatoire. Hein. Ça fait partie intégrante de la philosophie OSR. Donc toi, c'est essentiellement, s'il fallait retenir une chose, ça serait le système de magie. Le système de magie, ouais, quand même, il est quand même, je trouve quand même au-dessus des autres et un système bien typé que je trouve très intéressant. Bon, mon cher Fred, l'idée de cette vidéo, c'est de donner des trucs et astuces aux amis juges, hein, parce que c'est comme ça qu'on appelle le maître de jeu à DCC. Hein. C'est le juge. C'est un juge. C'est le juge. Il n'est pas là pour raconter une histoire, il est là pour effectivement accompagner les personnages et puis et être théoriquement impartial. Alors absolument, en France, on a la chance d'avoir Aquileos, hein, la maison d'édition de bande dessinée à l'origine, hein, qui se charge de la traduction avec notamment Guillaume Meisterman qu'on salue aussi si vous regardez cette vidéo. Et on a la chance donc d'avoir Aquileos qui a traduit une bonne partie de la collection de scénarios, de modules devrait-on dire, hein, pour Dungeon Crawl Classics. Il y en a pas mal qui sont sortis, il en reste encore beaucoup à traduire, et notamment un setting qui devrait pas tarder à arriver, qu'on attend tous avec impatience, c'est le setting de Lankhmar, hein, Fritz Leiber, il doit effectivement arriver, mais avant ça, je crois qu'il y a encore un batch de scénarios qui sont en cours de traduction et qui devraient arriver en fait cette année. Hein. Exactement. Alors ça, c'est l'un des suppléments de la gamme
William Lankmar pour AD&D première édition qui était paru à l'époque, que du coup je ressors. J'ai ressorti également les romans, parce qu'il faut savoir que DCC, c'est un système de règles, mais qui n'est fourni sans aucun setting. Il n'y a pas de cadre de campagne, à chacun de créer le sien. Constitue-toi un trésor de vidéos d'astuces, de conseils et d'infos en t'abonnant à la chaîne. Donc, mon cher Fred, tu dois concevoir un scénar, tu as envie de concevoir un scénario, soit tu n'as pas un module officiel parce que pour une raison ou pour une autre tu ne peux pas t'en procurer, ou peut-être qu'aucun d'entre eux te convient. Quelle serait ta méthode, on va essayer de donner des trucs et astuces aux juges qui nous regardent, quelle serait ta méthode pour créer un scénario original en quelques grandes étapes qu'on va un petit peu détailler? Alors, tu commencerais par quoi? Déjà, je commencerai par me dire, il me faut un scénario, mais déjà, je prendrais déjà pour quel niveau? Parce que, par exemple, on a les niveaux 0 de DCC, qui est pour moi quasiment un autre jeu. Oui. Le niveau 0, c'est, pour rappel, c'est en gros, vos personnages, c'est une bande de paysans et qui se mettent en général dans des ennuis. Beaucoup plus gros qu'eux. Un peu plus gros qu'eux, et beaucoup plus gros qu'eux en général. Et le truc, c'est qu'au niveau 0, là, on utilise quasiment... Allez, on doit utiliser 10% des règles à tout casser. Voilà. Donc, et même au niveau de la conception, c'est vraiment différent parce qu'on va avoir ça va être un module en fait qui va être prévu pour, je sais pas, par exemple, je crois que Navigateur sur une mer sans étoiles, je l'ai fait jouer avec 24 personnages. Quoi. C'est ça, oui. J'avais 6 joueurs, 24 personnages. Parce que rappelons que dans DCC, en tout cas au début, si on le joue vraiment tel que prévu, eh bien chaque joueur va interpréter jusqu'à 4 personnages de niveau 0 et on va jouer ce qu'on appelle un entonnoir, un funnel comme ils disent en anglais, c'est-à-dire que le scénario va être un entonnoir dans lequel chaque joueur va mettre ses 4 personnages et puis à la fin de l'entonnoir, il y aura les survivants. Peut-être. S'ils sont astucieux. Mais en fait, c'est une forme de tirage de personnages quelque part. Donc en fait, déjà le premier point, je dirais, voilà, on va se mettre d'accord sur ce qu'on fait comme type de jeu. Ouais. Donc soit on se met dans l'idée de la conception d'un entonnoir, soit on est déjà sur un scénario de niveau 1 ou 2, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté. Mais Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, je pense qu'il y a une table, parce que mon cher Fred, là, tu ne le vois pas. Mais je projette là le PDF du manuel. Et il y a une rubrique, conseil aux juges, à la page 314 du bouquin. Et à partir de là, on a tout un tas d'informations qui sont très intéressantes, et notamment une, voilà, celle-ci, voilà, la page 359. Donc, les héros. Là, on a une table, en fait, qui nous montre un petit peu le pourcentage de présence d'un niveau dans une population donnée. Et c'est là qu'on voit... C'est très intéressant, ça. Ah oui, c'est là qu'on voit qu'un personnage de niveau 1 dans le système Dungeon Crawl classique, eh ben, ça représente 2% de la population. 2%. Et un personnage de niveau 5, c'est 1 pour 10 000. 1 pour 10 000. Donc ça vous donne une échelle de valeur si on veut comparer avec Donjons et Dragons, par exemple. Ah bah si on veut comparer à Donjons et Dragons, en fait, il faut voir que les personnages de niveau 1, alors déjà, je crois que le maximum, c'est 10, si je me rappelle bien. Oui, effectivement. Mais qu'à partir du niveau 5, en fait, du niveau 6, vous êtes quasiment des légendes. Quoi, c'est ça. Et donc, un personnage niveau 5, ça correspond grosso modo à au moins un 10-12 à donjon, quoi, je pense. Ouais, tout à fait. Oui, je pense aussi. De toute façon, regarde, là, sur la table, ils nous disent niveau 6, personne accomplie au-delà des capacités des mortels. Une personne sur 50 000. Donc, je pense que c'est bien d'avoir, tu as raison, cette échelle de valeur, que si on ne fait pas un scénario au niveau 0, voilà, on est dans une échelle de 1 à 5 en fait. Quand tu fais un scénario niveau 1, c'est déjà un bon scénario. Oui. Voilà, il va déjà avoir par exemple, je pense le fléau des rois barbares, par exemple, c'est un scénario niveau 1. Et déjà, il y a
des rencontres intéressantes et il y a déjà un enjeu un peu plus. C'est pas simplement aller balayer un donjon vide, quoi, hein. Absolument. Absolument. Donc à ce niveau-là, à mon avis, effectivement, il faut déjà commencer par. Et d'ailleurs, en fait, c'est la politique éditoriale, hein, de Dungeon Crawl Classic de faire des modules comme les vieux modules de donjon qui étaient prévus pour faire du niveau, je sais pas, je veux dire 5, 8, ce genre de choses. Et là, c'est pareil, c'est exactement la même chose. À chaque fois, c'est des petits modules. Oui, par exemple. Alors celui-là, je sais plus combien il était. Hein, c'était des. Alors ça, c'était un super module. En fait, il inclut plusieurs modules. Là, il y a le village de Hamlet et ensuite il y a le temple à proprement parler. Le temple élémentaire. Voilà, ça c'est une copie parce qu'évidemment, je sors pas mon exemplaire original comme ça. Ça, c'est la copie sur laquelle je fais des annotations. Mais oui, l'idée c'est de recoller un petit peu à cette ambiance-là. J'ai une question pour toi, Fred. Ouais. Est-ce que tous les scénars Dungeon Crawl Classics doivent, selon toi, se passer dans un labyrinthe, dans un donjon? N'y a-t-il pas de scénario à ciel ouvert ou urbain? Ça, c'est une bonne question. Moi, personnellement, dans Dungeon Crawl classique, qu'est-ce qui me plaît beaucoup, c'est le Dungeon Crawl, si tu veux. Donc, moi, j'aime bien quand un scénario, effectivement, va nous emmener à un moment donné dans un donjon, quoi, hein, dans ces fameuses pièces humides remplies de petites bestioles qui vous veulent du mal, voire des très grosses. Mais on peut effectivement arriver à faire des scénarios extérieurs. D'ailleurs, en fait, on l'a justement, je vais citer le même scénario, hein, le fameux Fléau des Rois Barbares, qui se passe aussi dans un village, hein, il y a tout un village de décrits, et qui se passe pas mal en extérieur. Il y a une tourbière à visiter, ce genre de choses. C'est vrai, j'ai eu le plaisir de le jouer. Merci François Vonza, notre maître de jeu Dungeon Crawl classique attitré au cercle rôliste marseillais. Il nous a fait jouer le Fléau des Rois Barbares. Moi, je l'ai fait jouer, et c'était vraiment très chouette. Hein. Et là, en fait, il y a un peu de tout, d'ailleurs. Il y a de l'extérieur et il y a de l'intérieur. C'est vrai. Alors peut-être justement, c'est ce qu'on va avoir avec l'Ankmar, qui théoriquement va être beaucoup plus urbain, hein, en fait. Hein. Donc, on peut faire les deux, en fait. Hein. Pour moi, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. DCC n'est pas un jeu exclusivement... Là, ça va être vraiment l'envie du maître de jeu, l'envie des joueurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Hein. Mais on peut très bien imaginer, de toute façon, hein, de faire effectivement de l'extérieur, de l'urbain, à peu près tout ce qu'on veut. Donc, effectivement, il faut aussi orienter le scénario qu'on veut le faire vers, effectivement, est-ce qu'on veut faire un dungeon crawl, est-ce qu'on veut faire un extérieur, un urbain, enfin bon, voilà. Alors, si on continue un petit peu, parce que je pense, tu seras peut-être d'accord avec moi, je pense que l'évaluation de la difficulté d'un scénario est intrinsèquement liée au système de points d'expérience du jeu. On peut continuer à explorer la chose, et on voit par exemple que pour passer du niveau 0 au niveau 1, les aventuriers doivent avoir pris chacun 10 points d'expérience. Tout à fait. Et chaque rencontre dans le scénario est censée rapporter entre 0 et 4 points d'expérience. C'est ça, ouais, jusque 4, effectivement. C'est les préconisations. Voilà. En sachant que quand on dit une rencontre, c'est pas forcément une rencontre armée. Ah, hein. Oui. Ça peut être. C'est pas forcément un monstre que tu vas déglinguer, voilà. quoi. Ça peut être passer une énigme, ça peut être passer un piège, ça peut être avoir une interaction avec un PNJ. Hein. Là, à ce niveau, d'ailleurs, en fait, les scénarios, contrairement, tu sais, tu as la petite table de points d'expérience qui est toujours en début de scénario. Oui, et que je viens d'afficher là, qui est juste à côté de nous. Et qui va permettre déjà de voir si les personnages font on va dire entre guillemets, le listing, on va dire, tu vas tout de suite savoir à la fin des scénarios, grosso modo, ils vont sortir avec combien de points d'expérience. Oui, en sachant que si c'est un scénario de niveau 0 qu'on est en train de préparer, il y a une indication qui dit, bon, pour des personnages de niveau 0, on peut considérer que tous ceux qui ont survécu à ce scénario, voilà, son niveau 1. Oui, c'est ce que je fais aussi. C'est ce que je fais aussi. C'est trop. Oui. Après, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Par contre, là où ça se corse, mon cher Fred, c'est pour passer au niveau 2.
Parce que là, c'est 50 pays. Oui, c'est 50 points. Là, c'est plus pareil. Et effectivement, il faut quand même enchaîner quelques aventures. Et effectivement, mais alors pour revenir sur le niveau de la difficulté, on a effectivement ces systèmes de points d'expérience. Après, moi, j'ai eu une question en fait sur ma chaîne de quelqu'un qui me disait mais comment je fais pour équilibrer, par exemple, un scénario. Alors, je pense clairement qu'à DCC, il ne faut pas les équilibrer. Tout à fait. Ouais. Ça n'a pas lieu d'être. Alors, bien sûr, il faut avoir quand même une certaine expérience parce que tu ne vas pas mettre face à tes niveaux 1, je sais pas, un conte vampire qui va faire qu'une bouchée de tes persos. Oui. Par contre, il va falloir leur laisser, à mon avis, à tes personnages une porte de sortie, quoi. Et s'ils veulent pas sortir, bah, tant pis pour eux. Hein. Tout à fait. Car à DCC, contrairement à d'autres jeux, en fait, la fuite est une option tout à fait viable. Absolument. Confère 6PO. Alors, tu vois, page 385, ça illustre parfaitement ce que tu es en train de dire, mon cher Fred. Voilà, donc il y a un encart, équilibrer les rencontres. Et on nous dit les jeux de rôle modernes utilisent les règles complexes pour calculer le niveau des rencontres et de menaces. Mais tout cela n'a rien à voir avec les heures de gloire de la fantasy classique. DCC n'emploie aucune règle de ce genre, excepté en ce qui concerne les dés de vie et le niveau des scénarios. Laissez les personnages choisir quand charger, quand battre en retraite et quand patienter le temps d'être assez puissant pour triompher. Voilà. Donc pas d'équilibrage des règles comme des rencontres comme on en a depuis des 3e éditions, quoi. Oui, c'est ça, et on prend dans la version 5, effectivement, là, on a tout un système assez avec les facteurs de puissance, tout ça. Combien de rencontres il faut faire par jour, ça. Par exemple, combien de rencontres il faut faire par jour, je pense qu'à DCC, on s'en fout. On s'en fout complètement. On n'a pas fait exprès, mais là, on était synchro, là. On s'en fout complètement. Moi, effectivement, je plaide pour effectivement les systèmes où tu n'as pas à faire ces calculs d'apothicaire, où tu passes plus de temps sur sur la tambouille, la mécanique, sur la mécanique, que sur l'histoire. Voilà, il faut pas passer du temps sur la mécanique. C'est pas la philosophie de DCC en fait, pas du tout. D'ailleurs, en fait, même sur des scénarios, par exemple sur les scénarios officiels. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que même sur t'essayes d'équilibrer quelque chose, ça peut partir en live tout de suite. C'est ça. Donner une anecdote, on a joué la tour de la Perle Noire. Oui. À un moment donné, il y a un portail, il se retrouve de l'autre côté du portail, et qu'est-ce qu'il y a ? Celui-ci, qui est assez linéaire d'ailleurs, il se retrouve face à des pirates. Alors, je crois qu'il y a 5 pirates, un truc comme ça, 5 ou 6 pirates. D'ailleurs, attention à pas divulgacher, mon cher Fred, pour ceux qui n'auraient pas joué encore. Alors, il y a je dis qu'il y a des pirates, c'est pas une... Voilà, il y a des pirates, et les pirates en question, au niveau là, ont 2, 3, 4 points de vie à tout casser. Mes joueurs sont arrivés là-dedans, ils étaient à peu près au même nombre, et là, la catastrophe. Un round, il y en a 4 qui ont fait un fumble. 4 pirates ou 4 persos ? 4 joueurs, 4 personnages qui font un fumble. J'ai le Hobbit qui doit faire, pour faire un fumble, il faut faire 2 x 14, je crois, sur un dé, ou 2 x 16 sur le dé, et il me fait le double, quoi. D'accord. Donc, résultat des courses, en un round, j'avais déjà 3 personnages au tas, terminés. Les autres sont restés un round, et tout le monde s'est barré. Hein. Oui. Donc, en fait, ce que je voulais dire par cet exemple, c'est que même si on essaye d'équilibrer, ça peut partir en live très rapidement. Et en fait, et je pense que mes joueurs de cette rencontre-là vont en garder un souvenir, tu vois. Bien sûr. Ils auraient battu les pirates, c'était... voilà. J'aurais essayé d'équilibrer en live la rencontre, ça n'avait aucun intérêt, quoi. Absolument. Donc en fait, au niveau de l'équilibrage, je pense qu'il faut quand même faire gaffe à pas mettre des trucs gigantesques. D'ailleurs, en fait, tu regardes, même pour des niveaux 0, en fait, tu regardes que dans DCC, en fait, l'équilibrage se fait par l'histoire. Tu prends le niveau 0 d'un navigateur de mer sans étoiles, ils vont... Alors, ne pas divulgacher, ça s'embêtant. Comment faire Non mais tu peux essayer de tirer une règle générale de l'exemple que tu allais donner. Est-ce que par exemple, tu serais d'accord pour dire que le plus important lorsqu'on commence à concevoir ces idées pour un scénario DCC, c'est de donner la priorité à l'histoire. C'est ça. C'est-à-dire que si tu commences à concevoir une histoire qui se passe par exemple dans un vieux château à
abandonné, on va dire, au fin fond d'une lande battue par les vents, eh bien, tu vas d'abord t'intéresser à qu'est-ce qui existait en fait dans cette région avant, quel genre de créatures on va pouvoir y trouver. Ouais, alors j'irai même un peu plus loin, j'irai même jusqu'à, il faut imaginer ce que sont en train de faire, qu'est-ce qu'est en train de faire entre guillemets, la population du donjon. Oui. Il faut qu'elle ait une vie à elle-même, quoi. C'est ça. Ils sont pas là, ils sont pas à attendre les aventuriers, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors attends, parce que là, je pense que t'es allé un cran trop loin. On va y venir, c'est super intéressant, ça. Juste avant, je me suis un petit peu amusé à essayer de voir un petit peu quels étaient les points communs entre les différents modules de Dungeon Crawl Classics. Il me semble déjà qu'un des points communs principaux, c'est qu'en réalité, l'aventure commence devant le donjon. Tu vois, il n'y a pas d'entrée en matière à jouer, etc. On est devant le donjon et on commence à jouer devant le donjon. On a un peu une mise en situation très rapide. Et on est... celui du livre de base, c'est exactement ça. On est devant la porte du donjon. On commence là. Navigateur d'une mer sans étoiles, on a mis un petit peu une petite ambiance. Mais en gros, les personnages sont devant le donjon aussi. C'est souvent comme ça, quoi. Celui qu'on parlait tout à l'heure, la tour de la Perle Noire. Donc il y a une vague histoire dans une taverne qui est racontée, mais voilà, on y va. C'est ça. Voilà. On passe pas une heure en palabre à jouer comment on nous donne la mission, etc. Non, alors je pense que le juge et le groupe qui a envie de le faire peuvent le faire. On peut le faire aussi. Mais les scénarios tels qu'ils sont publiés, en fait, nous mettent devant le début de l'action, quoi. On est effectivement directement dans l'action, quoi. Alors il faut pas non plus lâcher les joueurs devant une porte sans leur expliquer qu'est-ce qu'ils font là. Donc, mais une mise en situation, on va dire même. Pas très longue, ça suffit, quoi. Enfin, c'est vrai que la plupart des scénarios publiés, c'est ça, en tout cas. C'est ça. Donc ça, c'est une bonne remarque, Wari. Je suis d'accord avec toi. Il me semble que c'est une des particularités, c'est que l'objet du module, du scénario, c'est véritablement l'aventure qu'on va jouer dans ce donjon. Et pas ce qui se passe avant, accessoirement après, mais tout ça peut être raconté par des ellipses. Et c'est ce qui fait que c'est véritablement un jeu d'action, un JDR d'action, parce qu'on est devant vraiment directement l'action. Les personnages sont propulsés au cœur de l'action au bout de 10 minutes, ça c'est clair. C'est ça. Et ça c'est quelque chose alors c'est une manière de jouer. Alors justement, est-ce que tu dirais que la plupart des scénars Dungeon Crawl classiques, ce sont des PMT, des porte-monstres trésors? Ce qui a un côté toujours plutôt péjoratif. En fait, j'aime pas ce terme-là parce qu'effectivement, c'est un terme péjoratif, quoi. C'est porte-monstre trésor, ça veut dire on ouvre une porte, il y a les monstres dedans, on leur pète la gueule, on récupère ce qu'ils ont et on passe au suivant, quoi. Déjà, à mon avis, si on fait ça dans les scénarios de DCC, je pense qu'au bout de 2 portes, il n'y a plus personne. Déjà, il n'y a plus personne. Et puis, rappelons que le système de points d'expérience, justement, n'encourage pas ça, contrairement aux premières éditions version de Donjons et Dragons, où tu gagnais des points d'expérience pour l'or que tu ramenais. Là, on n'est pas dans cette logique-là. Donc, non. Hein, on peut gagner les points d'expérience en faisant autre chose, quoi. Donc, c'est pas forcément. En fait, on peut très bien avoir pas mal de points d'expérience en explorant un donjon vide. Pourquoi pas? Bon, parce que il va falloir le rendre intéressant, ça va être un peu compliqué, mais pourquoi pas? Ça peut être un exercice de skill aussi. Alors après, je me suis rendu compte que souvent, également, les donjons des modules de Dungeon Crawl Classics sont presque vivants, en fait. Je pense par exemple à Navigateur sous un ciel sans étoiles. On revient à ce que je disais tout à l'heure, en fait. Voilà. Ils ont la population du donjon a sa vie en elle-même, quoi. C'est ça, exactement. Et puis il y a cette histoire de créature, bon, sans en dire trop, mais il y a une créature tentaculaire qui vit sous le donjon. Et en fait, on peut passer d'un niveau du donjon à l'autre en escaladant les tentacules de la créature. C'est pas dans celui-là, c'est dans le peuple de la fosse, si je me trompe pas. Ah putain, t'as raison, c'est vrai, c'est dans le peuple de la fosse, tu as raison. T'as aussi un être tentaculaire, mais il n'est pas là pour ça dans l'autre. Exact, c'est dans le peuple de la fosse, effectivement. C'est dans le peuple de la fosse que tu as. Moi j'ai trouvé ça
Oui, tu as absolument raison, mon cher Fred. Voilà, le peuple de la fosse qui est là. Non, c'est pas celui-là non plus. Qui est... Ah, pétard. Ben non, décidément, j'insiste sur Navigateur, il n'y a rien à faire. Ben, j'adore Navigateur aussi, hein, j'ai adoré. Ah oui, il est très très bon. Ouais. Ah oui, je l'ai fait jouer plusieurs fois et c'est vrai qu'il m'a tellement marqué que... Voilà, donc c'est un scénar niveau 1 déjà, écrit par Goodman, hein, le peuple de la fosse. Donc avec effectivement des êtres qui vivent sous le donjon, qui vénèrent une créature. Tout à fait. Palimpdibis. Et ils ont leur vie. Ont leur vie c'est comme dans le navigateur dans une mer sans étoiles. Il y a aussi la population du donjon vit sa vie en elle-même. Et je dirais aussi un truc, il faut pas avoir peur de mettre les joueurs dans une situation, parce qu'en fait, je pense à un navigateur sur une mer sans étoiles. Il y a un moment donné, je me suis dit, putain, ça va être un TPK, ils vont pas s'en sortir, parce qu'il y a une manière de passer. Alors attends, TPK, juste pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est Total Party Kill, c'est anéantissement de tout le groupe. TPK, comme on dit en anglais. Et d'ailleurs, en fait, c'est pareil. Hein, je trouve que DCC a une réputation. Je passe d'une idée à l'autre, mais je trouve que DCC a une petite réputation de tueur de personnages. Oui. Et moi, je suis pas d'accord avec cette. Avec ça. Tu penses que non, c'est pas fondé. Non, mais quand tu me fais le compte-rendu d'une partie, t'en as déjà fait aussi, j'en ai fait aussi, et t'as souvent les premiers commentaires. Alors, il y a eu combien de morts ? Mais c'est pas le but de DCC. Ouais. C'est pas alors à moins que vous ayez un MJ classé un peu sadique, mais c'est pas le but de DCC. Le but de DCC, ça va être de mettre les personnages et les joueurs, surtout en fait les joueurs, dans des situations qu'il va falloir qu'ils résolvent. Et on va pas forcément les résoudre avec des jets de dés. C'est aussi ça une particularité de DCC. Je pense justement à Navigateur sans étoiles, sans vouloir divulguer, tu vois au milieu de la mer ce qui se passe. Oui, je vois très bien. Et quand j'ai lu le passage là, je me suis dit, ils vont jamais s'en sortir. Mais c'est pareil, je me suis dit exactement la même chose. Comment ils vont faire ? Et en fait, si, ils s'en sont sortis, quoi. Ils s'en sont sortis, ils ont trouvé... parce que ils se sont dit, je ne vais pas dire ce qu'ils ont fait, mais ils s'en sont sortis. Quoi. Alors qu'en lisant le scénario, je m'étais dit, là, ils sont tous morts. Moi, il me semble qu'une des différences entre un module DCC et les scénarios qu'on peut trouver, les campagnes pour Donge et autres, c'est que on est vraiment dans l'idée du old school, à savoir que l'histoire, c'est justement ce qui se sera passé pendant la partie. Alors que les campagnes de Donge et compagnie, en fait, te vendent une histoire avec une conclusion vers laquelle tout le monde va tendre, même si ils proposent plusieurs fins possibles. Hein. Je pense à la campagne Avernus, par exemple. Voilà, tu as plusieurs fins possibles, etc. Il n'en reste pas moins que la fin, en quelque sorte, est orientée, parce que le but, c'est un petit peu de raconter une histoire. Bon, c'est ça, ouais. Alors que là, en fait, c'est ce qu'on va jouer, l'histoire. Donc on sait pas, juge, joueur compris, on sait pas exactement quelle sera l'histoire au final. Et c'est pour ça qu'on n'appelle pas un maître de jeu le maître de jeu, c'est pour ça qu'on l'appelle un juge. Exactement. C'est pour ça qu'on l'appelle un juge, parce qu'en fait, les joueurs vont faire des trucs que le juge n'a pas prévu, en fait. Il va falloir... Et c'est cette porte ouverte, en fait, à tous les... Alors, par rapport à un scénar de Donge, il ne faut pas, quand on crée un scénar de DCC, il ne faut pas se dire, par exemple, il y a un piège, le piège c'est ça, et ils vont forcément le trouver, il y a une difficulté de machin pour lancer le dé, et hop, tu as découvert le piège. Oui. Alors ça, on est c'est la mouvance OSR, hein, on est bien d'accord. Il faut, à mon avis, mettre une petite mécanique, des fois, qui peut être un peu sympa, pour orienter les joueurs à réfléchir et à essayer de leur décrire le truc pour qu'ils
déjà, ils se disent, je vais peut-être faire ça, sans te dire, écoute, j'ai plus 3 pour détecter les pièges, la difficulté est à combien? C'est pas du tout la philosophie c'est de ça, DCC. c'est ça. Justement, c'est bien ce que tu dis parce que ça fait partie intégrante de la conception d'un module pour DCC. C'est-à-dire que les pièges, par exemple la Dungeon Crawl classique, sont censés défier l'astuce et l'intelligence des joueurs, pas des personnages. Donc c'est le joueur en fait, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est un autre point commun entre tous les modules DCC, ce sont les aides de jeu. C'est-à-dire que tous les modules DCC comportent en couverture, dans la couverture cartonnée ou à l'intérieur, des illustrations qui ne sont pas là juste pour faire joli, mais qui sont en fait des aides de jeu visuelles que tu peux montrer à tes joueurs pour qu'ils puissent bien comprendre la description d'un piège ou d'un... Ça va même plus loin, ce que tu dis. Je rebondis sur les aides de jeu. Ah oui, ça c'est sur le labyrinthe. C'est ça. Je crois que tu avais eu une astuce, toi, c'est toi qui l'avais mis dans une pochette, Tout à fait. je crois. J'ai trouvé l'idée géniale. Quoi. Parce que pour la petite histoire, en fait, ça c'est un dédale magique, d'accord. Et justement, donc tu es censé l'imprimer, tu es censé donner donc ce dédale magique au joueur qui va essayer de le franchir, dont le personnage va essayer de le franchir. Et il va falloir qu'il passe avec un crayon sans mordre sur les bords noirs. Bon, je vous laisserai lire si vous voulez savoir ce qui arrive. Mais ça, par exemple, c'est le joueur. Exactement. C'est pas un jet. Tu vois, c'est le joueur. Voilà, c'est pas fais-moi un jet d'agilité, on va voir si ton personnage passe. Non. Et c'est pareil avec les pièges. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les modules de DCC, j'ai été très surpris de voir qu'ils ne comportent pas un piège à tous les couloirs ou à toutes les salles. Ah non, effectivement. C'est vrai qu'à la limite, il y a moins de pièges que dans les scénarios classiques qu'on peut avoir dans d'autres jeux. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était moins fourni en pièges. Et je pense Alors, par contre, quand il y en a un... alors, quand il y en a un, faut faire gaffe. Faut faire vraiment faut faire très gaffe. Très attention, je suis bien d'accord avec toi. Et donc, je pense que justement, dans les conseils pour créer un scénario, il ne faut pas bourrer le scénario de pièges à tous les Voilà, absolument. Et il faut que quand on met un piège, il faut qu'il serve l'histoire. Je pense, par exemple, le fléau des rois barbares. À un moment donné, il y a un piège. Je ne vais pas dire quoi, il y a un piège, machin, mais il n'est pas là posé au milieu de rien pour comme ça. Il est là pour une bonne raison, quoi. Oui, il a une raison d'être. Il a bien été posé par quelqu'un déjà. Voilà. Pourquoi ? En fait, c'est ça. Quand on crée quand on crée un donjon pour DCC, je ne vais pas te parler du truc extérieur, on va parler d'un donjon. Un donjon. D'ailleurs, je pense que quelqu'un qui crée un scénario pour DCC la première fois, je pense que c'est plus simple de créer un donjon qu'un bac à sable extérieur ou pas. Je suis bien d'accord. Donc, quand on crée un donjon, il faut déjà se dire pourquoi, en fait, le donjon, par qui il a été créé, pourquoi il a été créé, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, qu'est-ce qui se passe là-dedans, s'il y a des pièges, pourquoi il a été créé, comment, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut axer, comme on dit depuis tout à l'heure, sur l'histoire, en fait. Prisonnier des glaces du temps, tu as toute une histoire, par exemple, qui va pas être dit au début, d'ailleurs. En fait, les personnages vont le découvrir, enfin, les joueurs vont le découvrir. Donc on commence par l'histoire, on est d'accord. À mon avis, il faut commencer par l'histoire. Il faut que l'histoire, déjà toi en tant que juge, qu'elle te fasse rêver. Ça peut être une histoire que tu as lue dans un roman, dans une bande dessinée, par exemple, une idée qui te vient en regardant l'épisode d'une série. Et puis paf, toi, tu retiens cet élément qui t'a bien plu et tu vas essayer de raccrocher cette histoire à un lieu, à un site à explorer. C'est ça, ouais. Je pense qu'il faut... Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Absolument, je suis on ne peut plus d'accord avec toi. L'histoire, c'est ce qui va donner de l'intérêt au site, en fait. Et l'exploration de ce site sera d'autant plus intéressante, quelque part, que l'histoire que tu as conçue autour sera mystérieuse. Par exemple, le scénario là, que je viens d'afficher, qui est celui qui est dans le manuel de base, le portail sous les étoiles, j'ai trouvé ça super intéressant parce que l'histoire, c'est quoi ? C'est pour des personnages niveau 0. Eh bien, c'est qu'en fait, tous les X siècles, eh bien, il y a un portail qui s'ouvre pas loin de la forêt, juste à côté, dans des ruines. Et pendant quelques heures, le portail est ouvert et on sait que la légende raconte que de l'autre côté de ce portail, il y aurait des trésors fabuleux, etc. Donc tu vois, il y a du mystère,
on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et en fait, moi, c'est ça aussi effectivement, qui nourrit l'imagination, quoi, hein, qui me fait rêver. Et en tant que joueur, c'est pareil, tu vas mettre un joueur devant ça, on va se dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je pense... donc ça, c'est vraiment des trucs... À mon avis, l'histoire, ça doit être le cœur d'un scénario de DCC, et je pense qu'il faut partir de l'histoire. Il ne faut pas partir d'un plan de donjon. C'est pas, je dirais, c'est même pas l'essentiel. En fait. Ouais. Alors, bien sûr, il faut quand même arriver à créer quelque chose d'un peu cohérent derrière, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment l'histoire. Alors justement, une fois qu'on a son histoire, eh bien, on peut s'en remettre effectivement au donjon. Alors je sais pas si tu connais, moi j'ai découvert il y a quelques mois de ça, Dyson Logos. Qui est un auteur dont je suis en train d'afficher là le site. Alors c'est un type qui a été primé, hein, je ne sais plus s'il est américain, anglais, je ne sais plus exactement, mais bon, qui a un Patreon, etc. Et c'est un barjot. Alors certains de ces plans, on les retrouve dans des modules pour Donjons et Dragons, notamment de mémoire, si tu prends le vol des dragons, les plans à l'intérieur sont de Dyson Logos, hein, les plans de donjons. Et pourquoi j'en parle? Parce que sur son site, si tu veux, voilà, ici, il a sous cet onglet en fait des dizaines de maps de cartes géomorphiques et autres qu'il met à disposition. Ça, c'est cool. Ah, c'est un truc de fou. Alors, ça signifie que tu peux télécharger, tu peux imprimer, tu peux te l'approprier. Et il fait un boulot absolument magnifique. Donc, que ce soit parce que tu cherches l'inspiration ou que ce soit pour utiliser tel quel, parce que alors, je t'assure que ce qu'il produit, c'est des pures merveilles, hein, des merveilles de plans. Donc, tu récupères ça, tu l'imprimes. Et pour peu que tu aies eu donc une idée de scénario super derrière, tu vois, tu as déjà fait l'économie du temps de création du donjon. C'est intéressant, ça, ouais, effectivement, très intéressant. D'ailleurs, en fait, tu m'as demandé tout au début qu'est-ce que j'aimais beaucoup dans DCC. Oui. Il y a un truc que j'adore, c'est les plans. Les plans des scénarios de DCC, c'est des œuvres d'art. Et oui, absolument. C'est vraiment des œuvres d'art, avec, je dirais presque ces enluminures, c'est vraiment des œuvres d'art. Moi, tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. Il y a un côté vraiment artistique qui est donné aux cartes, qui fait qu'on a envie. Alors, d'ailleurs, ça m'amène à une question, mon cher Fred. Est-ce que tu es du style à utiliser des figurines, des Velleda, etc. Comment tu t'organises, toi? Jamais. Jamais. Quasiment jamais. Sauf, effectivement, dans le cas où, pour clarifier éventuellement une situation que les joueurs me disent « Attends, là, et puis que j'arrive peut-être pas à donner la bonne explication. » Alors, dans ce cas-là, je vais peut-être mettre un Velleda, mais autrement, non. Alors, je leur dis, les gars, vous prenez mes descriptions, et puis vous le faites à l'ancienne. Hein, il y en a un qui va dessiner le plan. Alors, en général, ça les emmerde. Hein. Oui. Ça, en général, ils n'aiment pas. Du coup, en général, qu'est-ce qui se passe? Ils ne le font pas et grosso modo, ils se paument. Donc, mais non, moi, personnellement, bon, ça, c'est un autre débat, on pourra en discuter très longtemps, mais juste mon avis personnel, hein, c'est toujours pareil. Quand je mets des figurines j'ai déjà imprimé des plans en 3D, ce genre de choses, mais je trouve que justement, l'esprit est focalisé là-dessus. Et je trouve que, pour moi, ça limite l'imagination à ce qu'il y a sur la table. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Voilà. Je ne sais pas, toi, comment tu procèdes. En général, moi, j'essaye d'éviter. Alors, effectivement, moi c'est pareil. Hein, j'avoue que je n'aime pas m'encombrer de plans détaillés, si tu veux. Alors, en plus de ça, si on se réfère aux plans des scénarios de Donjons et Dragons, la plupart du temps, ce sont des plans qui sont, si tu les rapportes à l'échelle d'un plateau Velleda, qui sont immenses. Ouais. Immenses. Donc, tu es tout le temps, au fur et à mesure de la progression des aventuriers, tout le temps en train d'effacer, tu es tout le temps en train d'essayer de faire en sorte que ça colle à ce qui est dessiné, ce qui implique que tu passes un temps, parce que c'est très minutieux pour que les salles s'imbriquent. Non, mais le pire, c'est que si tu te retrouves dans un truc genre Ravenloft, qui en plus du 3D, c'est même impossible, quoi. Tu vas pas t'en sortir. C'est ça. Donc c'est pour ça que je pense que moi ce que j'aime bien faire, c'est que je m'en remets au Velleda
quand effectivement il y a par exemple pas mal de PNJ, quand il se passe pas mal de choses et qu'on a besoin vraiment de clarté, à ce moment-là, oui, je sors le Velleda. Parce que je sais que certains joueurs, ça il faut pas le négliger, sont très visuels. Oui, on est d'accord aussi. Ouais. C'est pour ça que je le sortirai quand il y a quelqu'un qui me demande une précision. Quoi. Voilà. Je vais pas les laisser non plus dans le... C'est pas l'intérêt... de les laisser dans le flou total. Pour en revenir à l'aspect vraiment pratico-pratique, mon cher Fred, je pense que ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que le donjon en question ait plusieurs entrées et peut-être plusieurs sorties. Oui, avec effectivement plusieurs entrées, d'ailleurs, on l'a dans certains scénarios qui existent, on l'a déjà. Donc, une entrée principale, et puis après, tu peux éventuellement mettre une entrée dérobée, ce genre de choses, qui va plus ou moins pousser les joueurs à explorer un peu l'extérieur s'ils peuvent, ou ce genre de choses. Les sorties, parce que je dis ça parce que c'est justement, me semble-t-il, une des choses qui me plaît le moins dans les modules DCC, c'est que pour l'instant, ce que j'en vois, je suis loin de les avoir tous joués, mais ceux que j'ai joués pour l'instant, ils ont une entrée la plupart du temps. Tu vois, l'exemple typique, c'est le portail sous les étoiles. Mais enfin bon, celui-là, il y a une entrée. Celui-ci, il y a une entrée, mais c'est normal. C'est vraiment l'histoire est basée là-dessus. Il y a un portail magique qui apparaît tous les... Bon. Mais par contre, tu as énormément d'exploration de ruines où j'ai le sentiment que si les auteurs avaient prévu plusieurs entrées à leur donjon, ça serait moins directif. Là, tu es vraiment t'es sur des rails en fait. Il y a une entrée et c'est comme ça. Par exemple, je pense au peuple de la fosse, si je dis pas de bêtises. Non, je crois que tu as raison, je crois qu'il n'y a qu'une entrée. Il n'y a qu'une entrée. Vu que c'est une spirale, oui. Voilà, tu descends. Tu es obligé de suivre. Tu es obligé de suivre, et en plus de ça, si tu fais une mauvaise rencontre sur l'escalier, déjà rien que là, tu peux perdre la moitié du groupe. Ah oui, ça c'est clair. Oui, en le lisant, je me suis dit, toi aussi. Je sais pas si tu l'as joué celui-là, mais je me suis dit, ça doit être chaud. Oui, je l'ai maîtrisé, et effectivement, c'est très très chaud. Donc, moi j'aurais tendance à... Effectivement, c'est une bonne remarque, ce que tu fais. Peut-être prévoir effectivement plusieurs... Ensuite, faire en sorte que les niveaux soient pas à rallonge. Il y a une des particularités des modules de DCC, c'est qu'il y a parfois plusieurs niveaux, 2, 3, voire plusieurs niveaux, mais ils n'ont pas 150 salles, quoi. Non, d'ailleurs, en fait, même, t'as beaucoup de scénars qui n'ont même pas 50 millions de niveaux. T'en as, ils ont un seul niveau. Quoi, c'est ça, tout à fait. Ils sont effectivement, comme tu dis, pas 50 salles. Déjà, je pense que, parce que si tu mets beaucoup plus de salles, à mon avis, ça va être compliqué de le faire de bout en bout. On est bien d'accord. Et puis c'est pareil, tu vas pas trouver des idées géniales partout, quoi. Alors, ça me permet, je sais pas, est-ce que tu as Nock, mon cher Fred ? Non, je ne l'ai pas. J'attendais la VF qui est tombée à l'eau, d'ailleurs, je suis dégoûté. Oui, qui est tombée à l'eau. Alors là, ça c'est Nock, le premier, Nock qui est produit, pour ceux qui ne connaissent pas, par les Merry Mushmen. Alors, c'est en anglais, c'est une espèce de bric-à-brac, là on se parle de quelque chose qui fait 210 pages, 210 pages d'articles, de conseils, de scénars, enfin il y a plein de choses. Et notamment, moi, je suis tombé sur ce texte de Arnold K, qui a fait une checklist pour donjon. D'accord ? Donc lui, quand il conçoit un donjon, il a sa petite checklist qui tient, je crois, en 7 points. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant, ça donne un petit guide. Alors par exemple, lui, il dit, dans son donjon, pour qu'un donjon soit réussi, il faut qu'il y ait, par exemple, quelque chose à voler, quelque chose à tuer, quelque chose qui va vous tuer, des voies différentes, ce qui signifie, on en revient un petit peu à ce qu'on disait il y a un instant, c'est-à-dire éviter de mettre les joueurs sur des rails. Il faut par exemple qu'il y ait plusieurs chemins pour arriver au même endroit. Il faut qu'il y ait quelqu'un à qui parler, façon de dire que le donjon doit également comporter des interactions sociales et pas que des monstres à tuer. Enfin, en tout cas, s'il y a des monstres, ça peut être sympa de pouvoir éventuellement discuter avec eux. Éventuellement négocier, effectivement. Ouais. Mais oui, moi j'ai des souvenirs des vieux donjons, comme toi sûrement, mon cher Fred, où les monstres se rendaient à l'époque quand on jouait à Donjons & Dragons, parce que quand le dernier gobelin ou le dernier orc, il lâchait les armes, il se rendait, quoi.
Je te rappelle qu'à DCC, le moral. Normalement, il y a le moral. Exactement. Si tu le joues, Exactement. ou se rendre ou au pire se barrer, mais en tout cas, il y a le moral, il existe dans le DCC. Hein. En 6e point, ils disent, donc ils proposent donc quelque chose avec lequel expérimenter. Donc par exemple, ça peut être une pièce magique, une énigme, tu vois, un truc comme ça. Et enfin, en 7e point, quelque chose que les joueurs ne trouveront probablement pas. Alors, ça c'est intéressant, je trouve, parce que j'avoue que quand je conçois mes scénarios, je pars de l'idée fausse la plupart du temps que tout ce que je vais y mettre, les joueurs vont forcément le trouver quelque part. Parce que je trouve très frustrant d'avoir passé du temps... prévu quelque chose où il passe à côté. C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est ça. En fait, tu sais, dans les modules de DCC, t'en as certains où ils te rajoutent un module secondaire que tu peux raccrocher au premier. Hein. Tout à fait. Et il y en a un, par exemple... Alors, je vais pas te dire dans lequel, je vais pas dire comment, mais il y en a un, tu trouves, en gros, c'est quasiment Stormbringer que tu trouves. Je sais pas si tu vois à quoi je fais référence. Oui, je crois savoir de quel scénario il s'agit. Oui. Ouais. Mes joueurs, ils sont allés, je me dis, tiens, ils vont y aller, machin, etc. Et en fait, ils ont eu la trouille, ils ont fait demi-tour. Avant... mais je trouve que c'était vachement bien en fait. C'est absolument excellent, et c'est vrai qu'il y a que pour moi il y a que dans le style de jeu old school et notamment de DCC que j'ai pu alors par contre à la fin du scénario je leur dis vous avez quand même raté quelque chose. Non mais regarde, en général ça les rend fous. En fin de compte, ce qui est sympa, c'est que ça quelque part ça augmente un peu la durabilité du scénario. D'ailleurs tu peux faire une réutilisation du coup. Voilà, c'est ça, les gars, vous n'avez pas tout exploré. Ça peut faire une deuxième expédition, pourquoi pas. Voilà, une deuxième expédition. D'ailleurs, en fait, c'est pareil. Hein, on utilise assez rarement, tu sais, une deuxième expédition pour récupérer des personnages morts, décédés, ou les biens des personnages qui sont jamais sortis de donjon. C'est vrai. On réutilise rarement un donjon qu'on a déjà fait jouer pour aller sauver la fameuse équipe de secours. Alors, ça m'amène à une question un petit peu de design de donjon, là aussi, mon cher Fred, tu m'y fais penser. C'est que moi, j'ai constaté qu'une des, entre guillemets, erreurs que la plupart des joueurs commettent quand ils se lancent dans l'exploration d'un donjon, surtout un donjon avec plusieurs niveaux, c'est que très souvent, en fait, ils partent dans l'idée qu'ils vont l'explorer en une fois. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il faut ressortir de donjons. C'est en fait, les premiers donjons de donjons, hein, de D&D, si on utilisait les règles telles qu'elles étaient, qui étaient quand même, si tu te rappelles, c'était quand même assez mortel. Hein, c'était assez mortel, oui. Hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Plus les règles de soins où tu récupérais un point de vie par jour, je crois, si je me rappelle bien. C'est donc, ça. Si ton clerc avait disparu, tu étais vraiment un peu dans les soucis, quoi. Donc, tu étais obligé de ressortir éventuellement, hein, sans compter que le fait que tu ne ressors pas avec... c'est pareil, tu vas leur mettre des trésors, tu vas leur mettre... je sais pas, je raconte n'importe quoi, tu vas leur mettre 10 000 pièces d'argent. Ils vont les sortir comment, les 10 000 pièces d'argent, par exemple? C'est ça. Il va falloir revenir avec des mules. Par exemple. En fait, l'idée, c'était de survivre suffisamment longtemps, de gagner suffisamment d'expérience pour que le lanceur de sorts du groupe, enfin, arrive à lancer téléportation. Parce qu'à ce moment-là, c'était beaucoup plus simple. Tu continuais d'explorer le donjon, paf, et puis au moment de se reposer, tu te téléportais, tu réapparaissais dans le village d'à côté où tu te soignais, tu vendais ton loot, etc. Et on revenait dans le donjon. Ouais. Mais à DCC, tu sais, avec cette histoire de magie un peu... c'est pas la même, hein. C'est pas la même. Non, c'est pas comme Donjon. Rien à voir. Mais dans la philosophie, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent eu des groupes de joueurs qui étaient désespérés à DCC parce qu'ils avaient eu tellement de pertes, tellement. Ils disaient mais Pitard, mais comment on va faire pour aller jusqu'au bout? Et systématiquement, je devais leur rappeler, mais attention les gars, on n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous savez par où vous êtes venus jusqu'ici. Vous pouvez ressortir, vous pouvez remonter. Vous pouvez aller embaucher des mercenaires et des suivants. Vous pouvez. Alors tiens, à ce propos, je sais pas si tu as remarqué, le henchman se perd. Oui. Les suivants, on n'utilise quasiment plus jamais. À Donjon, tu veux dire? À Donjon. Ah oui, tout à fait.
tout à fait. Tu prends un DD5, je sais même, tu te rappelles, avant, en fonction du charisme, tu pouvais engager Absolument. X, Ouais. et je crois que ça, je raconte, à moins que je raconte n'importe quoi. Non, tu racontes pas n'importe quoi. Ça a été disparu. Non, alors ça a disparu. En fait, ils ont fait Wizard of the Coast, ça fait des tentatives pour remettre ça au goût du jour en mettant des acolytes. Hein, il y a 2 règles pour les acolytes. Mais enfin, c'est plutôt c'est particulier. C'est pas les henchmen tels qu'on les a connus dans le style old school, où c'est vraiment des mercenaires que tu payes. Alors là, d'ailleurs, en fait, tu peux très bien imaginer à DCC, tes personnages qui sont niveau 1, 2, 3, enfin bon, peu importe, avoir des... alors, le terme français, c'est pas des henchmen, c'est des... c'est des suivants. C'est des suivants, oui, des mercenaires, des machins. Ça, oui. Et ben, tu peux très bien imaginer qu'en fait, le personnage, le personnage principal d'un des joueurs rentre dans le donjon avec X suivants qui vont être des personnages niveau 0 qui pourra réutiliser après s'ils s'en sortent, par exemple. Absolument. Absolument, ça tu peux le faire. Tout à fait. Tu n'es pas obligé d'utiliser des personnages niveau 0 dans un module niveau 0, par exemple. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, bien souvent dans l'introduction, ils disent pour tant de personnages niveau 0 ou tant de personnages niveau 1. C'est là que, effectivement, tu vois, je reviens sur un truc parce que j'avais eu un commentaire sur sur les dernières vidéos de DCC que j'avais faites, de quelqu'un qui me dit, moi je trouve que le point négatif du jeu, c'est qu'il faut beaucoup de joueurs. Et je pense que ça, c'est mal interprété le truc. Et à Donjon, c'était déjà à l'époque, c'était déjà ça. Le scénario est prévu pour des personnages de tel niveau et pour X personnages, pas pour X joueurs, X personnages. Il faut, à DCC, tu peux très bien imaginer, même si tes personnages sont niveau 1, à jouer un ou 2 personnages. Il n'y a pas de... Alors, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut quand même, peut-être pour l'attachement, peut-être, je ne sais pas, mais on peut très bien imaginer ça. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, effectivement, pareil, DCC, quand on conçoit un scénar, je pense qu'il ne faut pas se limiter au faisable, quoi. Il faut peut-être mettre une créature effectivement surpuissante dans le donjon où les joueurs, enfin les personnages, donc les joueurs vont devoir prendre la décision de partir. Et oui, tant pis. Parce qu'ils n'ont juste pas le niveau, les capacités. Parce qu'ils n'ont pas la puissance pour affronter ça. Et justement, et là on revient à 2 points qu'on a évoqués, la réutilisation du scénario. Absolument. Et la vie intrinsèque du donjon, quoi. Alors, moi, il me semble que la façon de voir un petit peu le donjon, c'est de s'assurer qu'il y a un mix de rencontres, de pièges, de monstres, avec des éléments qui seront faciles, en fait, pour le groupe de personnages. Oui. Des éléments qui seront un peu coton, d'accord, qui vont consommer des ressources du groupe. Des éléments où là ça va être hard, où tu sais que va vraisemblablement y avoir des morts. Et enfin un dernier élément où alors là clairement il faut que les joueurs pensent à fuir parce qu'ils n'auront pas le niveau. Je pense que si tu vois ces catégories tête, tu peux concevoir un mix de rencontres intéressantes à l'intérieur du donjon. Mon cher Fred, ça va faire bientôt 1 heure qu'on est en train de discuter de Dungeon Crawl classique. J'en étais sûr. Alors, écoute, on peut encore raconter encore. Mais t'es d'accord, on va d'ailleurs. Je pense juste que on va laisser la main aux amis juges qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici. Avec Fred, on aimerait beaucoup vous proposer une série de vidéos entièrement dédiées à Dungeon Crawl Classics où on rentrerait davantage dans le détail. On n'a pas parlé des soins, on n'a pas parlé des fonctionnements des classes, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment sur le haut fait d'armes du guerrier. Ah, il y a plein de choses à dire. Ah oui, les soins. On va évoquer plein de choses qui vont vous montrer à quel point Dungeon Crawl Classic est un excellent jeu de rôle, une magnifique alternative à Donjons et Dragons. Donc n'hésitez pas. Et qui est beaucoup plus riche que ce qu'on peut l'imaginer. Absolument. La première, au premier contact. Absolument. Alors, n'hésitez pas, les amis, à nous laisser un commentaire, des commentaires. On
On les lira tous, voilà, vous le savez, on est comme ça, on lit tous les commentaires, on y réagit. Et n'hésitez pas à nous laisser aussi vos idées de sujets, de vidéos sur Dungeon Crawl Classics. Hein, et puis peut-être aussi, vous, des idées quand vous créez un donjon, comment vous vous y prenez, par exemple. Exactement, comment vous vous y prenez. On fera l'analyse d'un petit peu tout ça avec Fred, et on vous proposera une série de vidéos beaucoup plus courtes qui dureront pas 1 heure, qui seront vraiment pratiques et qui seront focus sur des sujets. Ne te lance pas dans des... On sait pas. Si, je sais que j'aime DCC et que donc on fera des vidéos sur Dungeon Crawl Classics. Oui, c'est pas ça que je te disais. Est-ce qu'on va tenir la demi-heure? C'est moins sûr. Ouais, tu crois, ouais, on arrivera. Sans problème. Ouais. Alors, juste avant qu'on se sépare sur cette vidéo, je vous signale également dans Mener des parties de jeux de rôle aux éditions Lapin Marteau, vous avez un article qui est écrit par Éric Nieudant, et oui, le fameux Éric Nieudant, qui est un des cofondateurs des Merry Mushmen, qui ont fait le NOC dont je vous parlais là. Il a signé donc un papier là-dedans, construire un donjon avec une méthode aléatoire. C'est un texte qui est super intéressant sur une 15aine de pages qui vous explique vraiment par le menu comment créer un donjon cohérent, comment créer des salles intéressantes, des couloirs, enfin comment animer tout ça, comment donner vie à un donjon. Moi j'y ai trouvé pas mal de très très bonnes idées, donc voilà, pensez-y chez Lapin Marteau, c'est le tout premier, mener des parties de jeux de rôle. Fred, mon cher juge, le mot de la fin? Jouer à DCC? Ouais, jouer à DCC. Je crois que tu pouvais pas mieux résumer. Je pense que c'est un excellent jeu. Voilà. Bon. Ce que je peux dire. Et puis merci à Akileos voilà pour le boulot, notamment Guillaume Meisterman qui gère la traduction. Alors je suis désolé, j'ai pas le nom de tous les traducteurs, mais bravo pour le boulot qui est accompli. C'est un gros pavé quand même. C'est un gros pavé, il y a pas mal de boulot et on espère qu'ils pourront nous traduire plein d'autres choses. Tu te rends compte tout ce qu'on va pouvoir dire sur Lankmar? Alors, Lankmar, il va y avoir des choses à dire. Ça va être cool. Stop, on dit plus rien. Bon, les amis rôlistes, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite de bons jets de dés, de bonnes parties. Et je vous dis à bientôt. Ciao, mon Fred. Allez, à bientôt. À très bientôt. Ciao.